Et donc, à présent, mesdames et messieurs, la deuxième étape de mon intervention se rapporte à un aspect de l'actualité nationale, internationale et africaine. Il s'agit précisément du débat entre l'AES et la CEDEAO. Attachez vos ceintures. J'écoute tous les matins toutes les radios internationales. J'écoute les interventions des citoyens. Je lis la presse. Je vous assure que je me rends compte souvent que certains ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce qu'il y a une campagne médiatique internationale de semer le trouble dans l'esprit des Africains, de l'AES, en disant « Mais oui, on est une seule famille, on est en train de sortir de la famille. » D'abord, je constate que la Confédération de l'AES a confirmé le retrait définitif des 3 pays membres de la CEDEAO. Mais la CEDEAO, en réponse, ne s'est pas posé la question. Pourquoi ils sont partis? Elle est restée dans les anciennes méthodes. Les sanctions, le bâton, on menace de sanctions. Mais on a fait ça contre le Mali, ça a échoué. On a fait contre le Burkina, ça a échoué. On a fait contre le Niger, ça a échoué. Mais pourquoi on ne change pas? Les êtres vivants ont une caractéristique, c'est leur capacité de tirer des leçons de ce qui arrive. Comment une organisation des peuples, disons, moi je ne crois pas que c'est les peuples, des dirigeants, ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé? Au moins on devait s'asseoir. On a fait ça contre le Mali, quel a été le résultat? Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, on vient les mêmes méthodes, les sanctions, les menaces, les punitions, les menaces de punition contre nos pays. Et le ridicule, c'est que le représentant de l'Union africaine, un fonctionnaire recruté sur appel d'offres, est allé donner une appréciation sur les choix des peuples des 3 pays. Un fonctionnaire payé sur ça, on peut le renvoyer à tout moment. Il n'est pas élu. Il va condamner le Niger, le Burkina et le Mali. Mais ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez quand au Mali il y a eu le changement de régime? C'était un fonctionnaire de la CEDEAO, avant la conférence des chefs d'État, qui a décidé de sanctionner le Mali. Mais pourquoi les Africains ne retiennent pas la moindre des choses, des leçons qu'ils ont apprises? Mais ces organisations, c'est très clair que c'est la conférence des chefs d'État qui prend une décision. Mais pourquoi un fonctionnaire va prendre des décisions? Bon, voici le problème des Africains. Dès que quelqu'un est dans un poste de responsabilité, il croit qu'il va faire ce qu'il veut. Or, il faut faire ce que la loi a dit. Donc, ce que ce fonctionnaire de l'Union africaine a fait, ce n'était pas la première fois. Heureusement d'ailleurs que le même jour, nos vaillants et brillants ministres des Affaires étrangères lui ont donné un coup de poing, au point qu'on n'en parle même plus, je ne sais même pas où est-ce qu'il est actuellement, parce qu'on a demandé à l'Union africaine carrément de tirer les leçons, parce que ce monsieur est venu se mêler de ce qui ne le concerne pas. Il a outrepassé ses missions. Il n'a pas comme mission d'aller donner une appréciation sur une décision politique d'un peuple souverain. Les gens ont l'impression d'oublier ça. Mesdames et messieurs, la Confédération de l'AES est le résultat d'un retrait simultané des 3 pays de la CEDEAO à travers la déclaration du 28 janvier 2024, qui est elle-même le produit d'une maturation. Parce qu'en réalité, cette déclaration fait suite à des preuves que nous avions que certains pays étaient instrumentalisés pour agresser le Niger, renverser le pouvoir établi, instituer des fantoches. C'était ce qui était en cours. Il s'était donné très peu de temps, mais nous avons pris de vitesse. Le Mali a tout de suite, avec nos frères et amis du Burkina, s'est joint au Niger et nous avons décidé de sortir de cette organisation où on ne respecte plus les lois
Parce que ce sont des étrangers qui viennent donner de l'argent à des Africains pour étouffer, affamer, tuer dans les hôpitaux d'autres Africains. Vous vous rappelez que le G5 Sahel a fait combien d'années à demander 2 milliards dans la lutte contre le Sahel? On n'a jamais trouvé. Et voici que la fameuse force d'attente de la CEDEAO qui attend depuis 2012. Parce qu'elle a été créée, annoncée, disons, à l'occasion de l'investiture du président Macky Sall en 2012. La force d'attente. Ils avaient dit en ce moment que c'était 5000 hommes. À cette réunion, le ministre des Affaires étrangères français a surgi, donne ses sous, pour dire au président que non, 5000 hommes, c'est trop. Par rapport à juste 500 bandits au nord du Mali. Mais quelle est son affaire? Que nous prenons, comme je dis, un marteau, un éventail, un pilon, pour écraser une mouche parasite. Quelle est son affaire? Et depuis 2012, cette malheureuse force d'attente-là, elle est en train d'attendre. Et c'est l'autre jour qu'on a dit qu'on lui a trouvé 3 milliards pour aller attaquer le Niger. 3 milliards qui viendraient de l'étranger. Donc l'étranger sort l'argent, on finance, on met le couteau dans la main d'un Africain qui va poignarder son frère. Mais nous avons appris à lire l'histoire. Parce que la différence entre l'homme et les autres êtres vivants, c'est qu'il tire les leçons, il analyse. Un grand philosophe a dit que celui qui ne tire pas les leçons de l'histoire ou qui ne connaît pas l'histoire est appelé à la répéter. Et nous avons regardé ces dernières années, qu'est-ce qui est arrivé chez nous? Mais celui qui ne peut pas tirer les leçons, vous avez une force d'attente qui attend depuis 2012. Et vous ne pouvez pas tirer les leçons, vous dire que cette force d'attente-là, elle ne vaut rien. Elle ne peut rien faire. Vous venez faire les bagabaga contre le Niger encore, que cette force d'attente va se lever et quelqu'un va vous donner 3 milliards. Mais nous avons dit très clairement à ceux qui étaient des va-t-en-guerre, nous les avons mis en garde. J'ai utilisé la boutade, c'est pas comme ça qu'on a parlé bien sûr, mais j'ai utilisé la boutade en disant que nous avons été très clairs. Celui qui touche à un cheveu du Niger, nous allons lui raser la tête. Parce qu'après le Niger, c'est le Burkina, après le Burkina, c'est le Mali. Nous savons ce qu'ils préparent. Ils font de la stratégie en faisant croire que c'est le Niger parce qu'ils les croient plus faibles. Comme tout le monde a peur du Mali, nous les avons tous chassés de chez nous. Donc ils veulent nous encercler. Et donc on s'est mis ensemble. On leur a dit que celui qui touche le Niger, il va voir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tus. Cette force a continué à attendre. Jusqu'à présent, elle attend d'ailleurs. Et puis, un jour, le 30 juillet, ils se réunissent. Qui est sa force d'attente est prête. Ils vont venir tomber sur le Niger. Mais le 31, nous avons fait une déclaration commune pour être très clair. C'est là-bas qu'on a décidé que celui qui touche le Burkina cette fois, le Niger cette fois-ci-là, il touche nos 3 pays. Les frères se sont donné la main pour faire face à l'adversité et à celui qui se laisse instrumentaliser par des forces étrangères. Parce que cette partie de l'histoire, on l'oublie. Les gens pensent que Assimi Goïta, Abdraman Tchani et Traoré se sont retrouvés au Niger, ils ont décidé qu'on sort. Mais il y a un processus. Donc le 30 juillet, ils ont décidé qu'ils vont tomber sur le Niger. Le 31 juillet, nous leur avons dit que si vous tombez sur le Niger, nous considérons que c'est un acte d'agression contre tous nos pays. Et déjà le 23 septembre, vous vous rappelez, à la tribune des Nations Unies, à la 78e session, lorsque le ministre des Affaires étrangères du Niger a été empêché de rentrer pour s'exprimer, le ministre des Affaires étrangères du Mali a pris les choses en charge et nous avons parlé au nom de nos 2 pays. Il a parlé brillamment au nom du Mali et du Niger. Beaucoup semblent oublier cela parce que le 7 septembre, je voulais vous rappeler, il y a eu l'attaque du bateau de Tombouctou, plusieurs centaines de morts. Est-ce que vous savez que la CEDEAO a tenu un sommet après? Ils n'en ont même pas fait cas.
Même une simple de lettre de condoléances au président du Mali. Un pays s'est opposé aux Nations Unies. Donc ça veut dire que les Maliens peuvent mourir. Ce n'est pas leur affaire. Mais nous avons pour ainsi de la jugeote. Si vous ne prenez pas au sérieux, mais nous on se défend. Des centaines de Maliens meurent. La CEDEAO se réunit. Elle ne fait même pas cas de ça. Mais ce n'est pas les mêmes qui disent qu'ils vont donner des armes létales pour tomber sur le Niger. Ce n'est pas les mêmes qui envoient des instructeurs dans un pays européen de l'Est avec des armes létales. Mais les gens pensent que nous, on ne réfléchit pas. Mais on compare tous les jours que Dieu fait. Et on s'est rendu compte que notre destin doit être pris en main par nous-mêmes et nos peuples. Personne d'autre ne le fera. Parce que lorsque vous avez à la tête des États des gens qui ont décidé d'être des agents d'exécution des décisions politiques des pays extra-africains, nous ne pouvions pas continuer à accepter cela. Et, mesdames et messieurs, lorsque le 14 novembre, nous avons pris Kidal, après 13 ans d'occupation, la CEDEAO n'a rien dit. Pour eux, c'était un non-événement. Et pourtant, depuis 13 ans, l'État malien a été obligé d'être chassé de Kidal. Et pourtant, quand ces forces arrivaient à Kidal, il nous avait dit, vous vous rappelez du fameux discours de François Hollande, la force Serval va au Mali, imposer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Depuis 2013, le terrorisme qui était confiné au nord du Mali a pris les 80% du Mali. Le terrorisme qui n'était pas au Burkina ou au Niger, où nous avions des présidents qui pensaient que c'est en se mettant au service d'autres contre le Mali que leur pouvoir va durer, s'est étendu dans ces pays. Le terrorisme est allé frapper à Grand Bassam. Le terrorisme, à partir de 2019, s'est installé au nord du Bénin et du Togo. Mais donc la première version, c'était du mensonge. Parce que vous savez, les Africains, le problème que les Européens ont utilisé les mentalités. Un Africain, ils ont deux comportements vis-à-vis de lui. Ils le caressent dans le sens du plat pour le flatter devant les gens, comme un gros bébé. Et quand ils sont seuls, on le menace pour qu'il accepte tout. C'est les deux méthodes qu'ils utilisent. Devant les caméras, c'est des amis, des accolades, mon frère et ami. Mais quand ils rentrent dans la salle, ils le menacent. Et finalement, ils ont toujours ce qu'ils veulent. Mais ça ne peut pas marcher avec nous. Nous n'avons pas besoin qu'on nous fasse des compliments. Nous voulons qu'on règle les problèmes. Et donc, pendant 10 ans, le tourisme s'est étendu. Quant à l'autorité de l'État au nord du Mali, je répète ces choses-là pour que les Africains et les Maliens comprennent. Mais qui a empêché l'État malien d'aller à Kidal? Mais c'est l'État français. Notre président de transition avait demandé un appui aérien et un renseignement. Il n'était jamais question de militaires français. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont empêchés d'aller à Kidal. Après, ils ont amené 5000 militaires de certains pays africains, avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Pendant 10 ans, on exploite de l'or. On amène des milliers de citoyens d'autres pays africains. À Kidal, à Gao, de l'or. Où va l'or? Personne ne sait. Mais il y a une petite partie qui vient alimenter l'oligarchie à Bamako, composée de politiciens, de juges, de militaires, tous ceux qui ont de l'influence pour nous maintenir dans l'esclavage. Jusqu'au jour où Dieu a délivré le peuple malien, ils ont été chassés. Est-ce que vous savez qu'il y avait des gens qui ont 96 millions de francs CFA par jour, par mois disons, dans l'exploitation de l'or, ceux qui se sont mis à leur service? Ça, c'est la petite quantité qu'on donne à ces valets-là. Mais le reste va, on ne sait où. C'est pourquoi il y a des pays où on ne produit même pas de l'or, mais qui ont des milliers de tonnes d'or dans leur trésor. Mais nous, on lit tout ça. Aucune route, aucun puits pendant 10 ans au nord. Toutes les populations sont parties. Tous ceux qui peuvent faire les affaires économiques, les hommes d'affaires, assassinats ciblés.
pour créer un vide. Et on dénigre les militaires. Moi, j'ai écouté des généraux se moquer de nos militaires. Ah, les militaires. Et puis, il y a des hommes politiques aussi qui leur emboîtent le pas. Il y a des hommes politiques ici qui disent « Ah oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils ne sont bons que pour les défiler les coups d'État. Dès que tu tires, ils fuient. » Et j'entends des généraux dire là, non, non, non. Même les véhicules qu'on leur donne, ils les vendent. Ils enlèvent le moteur, ils enlèvent les pneus. Pour décourager les Maliens. Pour amener chez eux, cultiver chez nous le rejet du militaire. Heureusement, comme je dis, notre peuple a été délivré. Notre armée nous a restitué notre dignité et notre honneur. Mais ce sont les mêmes militaires, les mêmes terroristes renforcés d'ailleurs. Pourquoi on a pris Anefis? Pourquoi on a pris Ber? Pourquoi on a pris Kidal? Parce qu'il y a une prise de conscience. Et c'est pour cela que vous aurez compris, moi depuis des mois, je fais ce qui nous est confié, parce que le président dit Beki Dioyorala. Nous, on parle pour éveiller les consciences. Parce que un militaire, quand il tire une personne. Mais quand tu parles, c'est des milliers de personnes qui comprennent. C'est ce que nous sommes en train de faire. Décomplexer les Maliens, aimer leur armée, respecter les militaires, les sacraliser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans l'affaire de l'AES, on est en train de leur porter l'estocade de la contradiction. C'est eux qui ont créé les conditions du retrait des pays de l'AES. Et ils vont se réunir. Est-ce que vous imaginez cette CEDEAO? Les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre de notre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission, comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça, la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre de notre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous, nous sommes un peuple de guerriers. On a renvoyé les Français. Et tous les présidents qui se sont attaqués au Mali, en Afrique, ils ont tous mal fini. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. Nous réglons nos problèmes, réglez vos problèmes. Mais tout État, tout dirigeant qui va s'attaquer au Mali, utiliser le Mali comme commerce pour rester au pouvoir, Dieu va le sanctionner. Je peux en citer à floraison, pour des raisons diplomatiques, je ne vais rien dire. Mais ceux qui s'acharnent contre nous, qui savent ce qui les attend, on ne mettra pas de bases étrangères chez nous. Depuis le président Modibo Keïta, il a chassé les bases étrangères. Moussa Traoré les a éloignés. ATT est venu, ils ont tout fait parce qu'ils se disent que c'est un homme qui peut manipuler. ATT a refusé. Quand ils ont installé la base, comment ils l'appellent, au Burkina, en 2019, je ne sais pas, il a un nom secret, une base secrète, comme aujourd'hui. Ils ont caché ça à la population et aux médias. Cette base est restée jusqu'à récemment. Quand le pouvoir qui l'a amené est parti, cette base-là est tombée. Pendant cette période, ils ont voulu installer une base au Mali. ATT leur a dit non. L'armée malienne ne va jamais accepter ça. Donc c'est dans notre ADN. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instrumentalisé des terroristes pour obliger notre président de transition à leur faire appel. Mais même là, il a mis une nuance. Il a dit appui aérien et renseignement. Il ne leur a jamais dit de venir s'installer chez nous, mais ils sont venus. Est-ce que vous savez que même cette lettre-là, qu'ils ont fait écrire à notre président, parce que c'est leur ambassadeur qui a fait des va-et-vient et faire signer, quand on l'a cherché, il n'y en avait pas dans les archives au Mali. Pour trouver ça, on a été sur le site internet de leurs institutions. C'est là-bas qu'on a trouvé la copie de la lettre du président par intérim du Mali, qui appelle l'opération Serval. Mais vous croyez que ça peut continuer? Le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé
que nous n'allions plus continuer à faire comme le passé. Et c'est pour cela que vous avez vu l'AES, c'est des organes très légers. On n'a pas créé une bureaucratie, on va mettre des agents qu'on va corrompre. C'est de façon tournante. Et il n'y a pas une structure où on va placer des sièges, faire des luttes pour placer des cousins, des parents, des affidés pour vendre l'Afrique. Mais chez eux là-bas, je vous ai dit qu'à la CEDEAO, mais est-ce que vous avez vu un sommet de l'Union européenne ou de ces pays où des Africains sont dans la salle? Mais ces gens-là, dans toutes les réunions, c'est des gens des autres pays qui sont dans la salle. On les manipule dans les couloirs. Les militaires qu'on envoie là-bas, on les manipule. En réalité, on dit que mais ils sont au service de ces pays. Sinon, qu'est-ce qu'un militaire de l'Union européenne va venir faire dans les bâtiments de la CEDEAO? Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Mais nous savons ce qu'il fait. Nous connaissons son nom. Je ne veux pas le dire seulement pour des raisons que vous comprenez. Nous savons de quel pays il vient. Les gens avec lesquels ils sont en contact, et là-bas et ici, on le sait. Mais il faut que les gens arrêtent. Il faut que les Africains tirent les leçons de ce qui est arrivé ici et là. Vous savez, la polémique qu'il y a aujourd'hui entre un président de l'AES et certains pays par rapport à un président de l'AES et le Niger, disons, et certains pays par rapport aux bases secrètes. Les bases secrètes là, personne ne les a jamais reconnues. Est-ce que vous avez jamais entendu un pays dire « Ah oui, je reconnais qu'il y a des bases secrètes chez moi ». Généralement, quand les surprend la met dans le sac, ils ont deux attitudes. Ou bien ils se taisent en attendant que la tempête passe, ou bien ils se lèvent le verbe très haut pour faire des dénégations. Ah, des journalistes étrangers peuvent venir enquêter. Mais ceux qui l'ont dit, des journalistes étrangers ont été enquêtés l'autre jour, ils ont caché. Oui, j'ai oublié la base au Burkina, c'était base Sabre, en 2019. Mais on a caché ça même au peuple burkinabé. C'est une base secrète. Ils ont voulu la mettre au Mali, ATT a refusé. Le président qui était là-bas pensait qu'en faisant leur jeu, ça lui permet de durer au pouvoir. Mais après, le peuple burkinabé s'est soulevé, on l'a fait partir. Les bases secrètes, c'est pourquoi ça s'appelle secrète. Ils ne les reconnaissent jamais. C'est de cette base-là qu'ils avaient prévu de tomber sur le Niger, renverser le régime. C'est pour cela que le 28 janvier, nous nous sommes retrouvés. On a dit qu'on quitte cette maléfique organisation pour qu'on ne se sert pas de ces textes pour nous brimer. Mais ces aspects, on les oublie. Comme si les présidents ont pris leur avion, ils ont été à Niamey, ils ont dit, bon, on crée l'AES. Ou ceux qui disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais nos peuples ont existé avant la CEDEAO. Pourquoi ils vont pas? Ça me rappelle exactement quand on chassait la MINUSMA d'ici. On dit, mais qu'est-ce que les Maliens qui travaillent là-bas vont devenir? Mais ces Maliens existaient avant la CEDEAO. Vraiment, je voulais dire que tout cela doit amener les Africains à comprendre. Notre dessein doit dépendre exclusivement de nous, de nos peuples, de nos dirigeants. Et je termine par une dernière mise en garde. Je l'ai dit, je le répète. Je ne veux pas jurer, mais je suis sûr, tous les pays, tous les dirigeants, qu'ils soient africains ou ailleurs, qui se mettent dans des complots contre notre peuple, ils vont payer ça. L'agenda de Dieu est différent de celui des hommes. Il y en a qui vont perdre les élections, ils vont fuir le lendemain. On a vu ici. Dès le lendemain, ils ont fui. Pourtant, ils ont tout fait. Emprisonner 1000 personnes, tuer 60 personnes, emprisonner des avocats, violer toutes les lois pour pouvoir éliminer un adversaire politique. On dit que c'est la démocratie. Mais la démocratie, c'est les lois. Lorsqu'on utilise tout ça, le nombre de personnes, si c'était dans un régime militaire qui a eu 60 morts d'un coup, ils allaient dire, mais ça c'est la dictature militaire. On est en train de tuer la population. Mais ceux qui sont morts dans ce pays-là, ce n'est pas des citoyens. Mais on dit que le président est démocrate. Ou on fait un coup d'État au Niger, on dit qu'on va faire une réunion de défense à Paris.
Et quelques jours après, il y a un coup d'État dans un pays africain. Ils disent, non, on va suivre ce qui va se passer là-bas. Et puis, quelques jours après, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, il réunit les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne à Toledo, en Espagne. Il leur dit, hey, attention, hein, en Afrique, là, nous avons des intérêts. Il faut qu'on cherche à les comprendre. J'ai dit, ah bon? Toi, tu te réveilles à 14h, nous, on est sur pied depuis 6h. Tu viens nous apprendre maintenant. Bon, est-ce que les Africains, il n'est pas temps que nous comprenions cela? Que les peuples comprennent cela? Nous n'allons jamais accepter cela. En tout cas, le peuple malien ne l'acceptera jamais.